Bonjour à vous voyageurs. En 1868, un homme connu pour ses pouvoirs étranges a défié toute notre compréhension du monde en lévitant devant plusieurs personnes venues le rencontrer. Et je ne vous parle pas d'une simple élévation du sol, non, il est sorti par une fenêtre et re-rentré par une autre en volant. Qui était-il? Bien plus qu'un simple sujet psy. Aujourd'hui, nous ne partons pas découvrir un lieu, mais un destin, celui d'un médium, d'un mage, d'un voyant, qui a changé notre manière d'envisager la réalité. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Nous allons pendant tout l'épisode tenter de comprendre comment cet homme frêle et timide a réussi à voler, tout simplement. Ce que l'on appelle lévitation, certains l'attribuent à la sorcellerie, voire même au spiritisme. Des sujets que nous avons déjà abordés, mais qui, à la lumière de son cas, ne semblent pas vraiment appropriés. Daniel Douglas Home était un homme simple qui a vécu dans un siècle aux confins de la science et de la croyance. Alors je sais, d'après Wikipédia, on prononce et non Home, mais j'ai essayé de le dire plusieurs fois, donc je vais continuer à dire Daniel Home dans cet épisode. Né en 1833 dans le village de Curie en Écosse, près d'Édimbourg, il est, dès son plus jeune âge, entouré de récits mystérieux. Sa mère, Elizabeth Home, née McNeil, n'était pas une femme comme les autres. Dans sa famille, on racontait qu'elle descendait d'une lignée de seers des Highlands, ces voyants mystérieux des hautes terres d'Écosse, réputés depuis plusieurs siècles pour leur don de seconde vue. Ce don ancien, appelé en gaélique An da Shelad, la double vision, était perçu autant comme une bénédiction qu'un fardeau. Ceux qui en héritaient voyaient des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir, des événements à venir, des morts annoncées ou des apparitions du monde invisible. Dans les récits des Highlands, les seers ne sont pas des diseuses de bonne aventure au sens trivial du terme, mais des figures redoutées et presque sacrées. Ils prophétisent des tragédies, ils entrevoient des présages et sentent la présence d'entités au-delà du monde tangible. La vision leur arrive sans prévenir, comme finalement une sorte de brèche dans le monde tangible du réel. Elisabeth, comme son grand-oncle Colin Urquhart et son oncle Mackenzie, portaient ce don en elle. Il n'était pas vraiment question de l'exhiber, mais finalement de le supporter. Car dans leur lignée, les visions annoncent rarement des joies, mais généralement des catastrophes qu'on ne peut éviter. Et c'est dans ce terreau-là, chargé de silence et de pressentiments, que naît Daniel Douglas Home. Alors non pas comme un enfant ordinaire, mais déjà, selon certains, comme un être touché. Sa mère, Elisabeth, donne naissance à 8 enfants, 6 garçons et 2 filles, dont plusieurs ne figurent sur aucun registre officiel. L'aîné, John, partira faire carrière aux États-Unis, devenant directeur d'une papeterie à Philadelphie. Mais la famille Home est marquée par le deuil. Marie, l'une des filles, meurt noyée dans un cours d'eau en 1846 à l'âge de 12 ans. Quant à Adam, il trouve la mort à 17 ans lors d'une expédition maritime vers le Groenland. Et 5 mois avant que cette nouvelle n'arrive, Daniel aurait eu une vision, un de ces pressentiments dont il ne pouvait se détourner. Sans connaître les détails exacts, il affirmait que son frère était mort et que quelque chose d'irréversible s'était produit. Lorsque la lettre officielle arriva à la famille, elle confirma ce qu'il avait prédit. Cette annonce scelle dans l'esprit de ceux qui l'entourent une confirmation troublante. Daniel voit des choses que d'autres ne peuvent pas voir et parfois il les voit avant qu'elles ne se produisent.
D'autant plus que ce n'était pas sa première prémonition, puisqu'il racontera plus tard qu'un jour allongé dans son berceau, il était donc assez petit, il eut la vision du décès de son cousin qui était alors à Linlithgow, de l'autre côté du pays. Il a eu une sensation brutale, incompréhensible à cet âge, mais gravée dans sa mémoire comme le signe précoce d'un don particulier. Très tôt, Home manifesta une étrange sensibilité. Il affirme entendre des voix, voir des esprits et éprouve une sorte d'attraction vers l'invisible. Ces visions ne sont pas volontaires en fait, elles s'imposent à lui. Il ne fait pas de cérémonie particulière, il n'appelle pas ses réponses. Et lorsqu'il émigre à l'âge de 5 ans, il emporte avec lui ce lien profond avec l'invisible, comme si ses racines écossaises lui avaient transmis une mémoire enfouie du monde des esprits. Nous avons déjà, dans un épisode précédent, abordé l'idée que notre monde puisse être une sorte de matrice numérique gérée par un programme informatique. Et cette idée apportait une lumière différente sur certains phénomènes, notamment pour ceux qu'on a abordés, les phénomènes de bilocation et de doppelganger. Mais dans le cas de Daniel Home, si on applique cette grille d'interprétation, elle semble proposer une interprétation différente de ces glitches, justement, qui n'en sont peut-être pas. Entre 1838 et 1841, Daniel émigre aux États-Unis avec son oncle et sa tante qui l'ont adopté. Installé avec sa famille dans un quartier ouvrier de Greenville, à Norwich, dans le Connecticut, Home est alors un adolescent discret et malade, car il est souvent affaibli par une tuberculose chronique. Et c'est à cette époque, aux alentours de ses 13 ans, que la suite des événements inexpliqués survient. Une nuit, alors qu'il dort, Daniel se réveille en sursaut. Au pied de son lit, il voit une silhouette lumineuse, silencieuse et familière. C'est Edwin, son meilleur ami. Il est là, immobile, baigné par une étrange clarté, et il ne prononce pas un mot. Daniel sait, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne rêve pas et que cette apparition annonce quelque chose de terrible. Quelques jours plus tard, une lettre parviendra à la maison. Edwin a été emporté par une dysenterie maligne. La date de son décès correspond à la vision de Daniel, soit 3 jours plus tôt. Edwin n'était pas un simple camarade. Pendant les années de son adolescence, Home, frêle et solitaire, préférait la compagnie des bois à celle des autres enfants. Avec Edwin, il partageait les forêts, échangeant récitations bibliques et histoires fantastiques. Entre eux, un pacte avait été scellé. Si l'un des deux venait à mourir, il tenterait de contacter l'autre depuis l'au-delà. Une situation qui peut se comprendre, car Daniel étant malade, il avait déjà la sensation de vivre entre deux mondes et cherchait certainement aussi au quotidien à les relier. Et cette idée est vraiment très intéressante à intégrer dans notre récit. La mort ou le monde invisible n'était finalement pas si loin pour Home. Il passait ses journées à intégrer le sentiment qu'à côté de lui, dans ses pensées, mais aussi dans sa situation, un autre monde existait tout proche, comme atteignable pour lui de façon assez évidente. Et moi je crois que ça va conditionner tout le reste de sa vie. Mais avançons. La situation déjà compliquée empire. Des coups se font entendre dans les murs, les meubles bougent sans raison apparente et Home entre en transe sans comprendre pourquoi. Alors là, c'est que le début d'une suite d'événements complètement incompréhensibles. Alors des coups inexplicables, frappés dans les murs, comme si une présence invisible cherchait à répondre ou à se manifester. Ce phénomène rappelle étrangement l'affaire de La Machine, qui est un village français dans l'Allier, où en 1943, un jeune garçon de 17 ans, donc quasiment le même âge que Home à l'époque où nous décrivons ces faits, devient malgré lui le centre d'une série de coups frappés dans les murs, ces coups semblant répondre aux questions qu'on leur pose. Alors l'enquête officielle dans le cas de La Machine n'arrivera jamais à totalement débunker cette histoire. Est-ce que c'était une farce? Est-ce que c'était un coup monté? Une
télékinésie inconscience ou autre chose. Et dans ce cas, dans l'Allier, donc autour du jeune homme qui s'appelait Dominique, il y a eu une véritable enquête de police qui a été menée sans réussir à aboutir à une explication rationnelle finalement. Et cela a pu être documenté dans ce cas, mais dans le cas de Daniel Home, cela prend une tournure complètement différente, puisque le voisinage prend peur et que l'Église, bien sûr, commence à parler de sorcellerie. Pour d'autres personnes, les événements qui entourent Home sont la preuve d'un don médiumnique absolument exceptionnel. L'atmosphère qui entoure les premières années de Daniel Douglas Home est à bien des égards une sorte de conte qui se situe à la frontière entre le sacré et l'invisible. Parce qu'en fait, dans la Nouvelle-Angleterre des années 1850, la religion est partout. Dans les foyers, dans les écoles, dans les livres. On prie, on lit la Bible, on craint l'au-delà autant qu'on espère une forme de consolation. Et au cœur de cette ferveur, un glissement semble s'opérer. Une curiosité nouvelle émerge. Et celle-ci est tournée vers les phénomènes inexpliqués, notamment les messages venus de l'au-delà et la possibilité d'une survivance après la mort. Ce décor rural, reculé, imprégné d'une foi immense mais vacillante, n'est pas sans rappeler l'univers de certaines fictions contemporaines. Ça m'a fait penser à la série Midnight Mass, une mini-série d'horreur qui a été diffusée sur Netflix, où tout se passe sur une île isolée, rongée par le doute et le besoin de croire. Là aussi, les habitants sont des gens simples, usés par les épreuves et dont le quotidien bascule lorsque des phénomènes troublants apparaissent. Des guérisons inexpliquées, des visions, des signes que certains prennent pour des miracles et d'autres pour des avertissements. Et comme dans la vie de Holmes, le surnaturel n'explose pas en fait, il s'insinue tout doucement dans le quotidien. C'est au détour d'une prière, d'une silhouette aperçue dans la pénombre, d'un objet qui se déplace sans raison. Et peu à peu, il fracture les certitudes, il fait émerger les passions, l'extase, le fanatisme ou le silence total. Et dans le cas de Midnight Mass, qui veut dire la messe de minuit, ce glissement doux dans l'étrange, c'est un ressort narratif qui vise à faire monter finalement la tension dans la série et à faire monter l'angoisse et les questionnements au niveau de l'audience. Et cette tension psychologique qui s'instaure, mais quand je vous disais que nous allons explorer une piste concernant la réalité même, la tangibilité finalement de notre monde, cela vient parfaitement illustrer cette idée. Tout se passe comme si on n'était pas en face d'une fracture évidente, violente, bruyante, d'un événement exceptionnel qui vient en rupture de ce qu'on pense évident, mais c'est un peu comme si Home s'échappait peu à peu de la réalité. Comme si cette frontière entre l'invisible et le quotidien devenait finalement de plus en plus fine. Et le contexte américain de l'époque est celui de l'émergence du mouvement spirit, notamment avec l'histoire des sœurs Fox à Hydesville, dans l'État de New York. Le 31 mars 1948, deux adolescentes, donc Margaret qui a 14 ans et Kate Fox, qui a 11 ans, rapportent entendre des coups frappés dans leur maison familiale. Et ces bruits inexpliqués, inexplicables, elles le transforment assez rapidement en une sorte de méthode de communication avec les morts où on pourrait interpréter les coups comme un oui ou comme un non, donc c'est-à-dire plus clairement un coup oui, deux coups non. C'est un système de communication avec cet esprit, tel qu'elles le disent, cet esprit qui entrait finalement leur demeure. Et là, l'idée de pouvoir communiquer avec un esprit, qui serait celui d'une personne décédée, est lancée, c'est tout le mouvement spirit. Les événements des sœurs Fox attirent les voisins, les journalistes, et rapidement, les deux jeunes femmes sont invitées à reproduire ces événements en public. Leur cas est présenté comme la preuve que les morts peuvent communiquer avec les vivants. Et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur au niveau national.
des milliers de personnes convaincues ou curieuses commencent à pratiquer le spiritisme à domicile. Et c'est dans cette atmosphère que Daniel Home va émerger quelques années plus tard en tant que médium vedette. À noter quand même, les sœurs Fox se seraient rétractées en 1888, affirmant avoir produit ces bruits grâce à des mouvements articulaires, une affirmation sur laquelle elles vont encore revenir par la suite, disant qu'en fait, non, c'était vraiment un esprit. Ces affirmations ont porté un gros flou sur la véracité des événements, et encore aujourd'hui, le monde du paranormal est assez partagé quant à ces événements. Mais continuons quand même toute cette histoire de Daniel Home, car le mouvement était lancé. Et Daniel se retrouve comme happé par un phénomène de société qu'il n'avait pas du tout, a priori, envisagé. Un ensemble de croyances auxquelles il ne s'était non plus pas du tout intéressé auparavant. Ce qu'on sait, c'est que venant d'une lignée de Sears, il avait des prémonitions et que désormais, des phénomènes typiques poltergeist l'entouraient. En mars 1851, Daniel Home tient sa toute première séance officiellement racontée. Parmi les témoins se trouve W.R. Hayden, qui est éditorialiste pour un journal de Hartford. Et celui-ci relate un événement troublant. Une table, apparemment immobile, commence à bouger sans que personne ne l'ait touchée. Intrigué, Hayden tente de la retenir avec ses mains, mais l'objet continue à se mouvoir comme porté par une force invisible. Cet épisode marque le début de la réputation de Home. Cette réputation, c'est celle d'un médium capable de défier les lois de la matière. Et puis, il est encouragé par un réseau de croyants, de curieux qui voient en lui une forme d'élu. Et puis, il reçoit du coup des cadeaux, de l'argent, des dons, l'hébergement d'admirateurs fortunés. Home, lui, pense qu'il est en mission pour, selon ses termes, démontrer l'immortalité de l'âme. Il ne semble, à vrai dire, pas vraiment intéressé par la gloire ni la fortune. Tout cela, un peu comme tout le reste d'ailleurs, semble advenir malgré lui, comme une conséquence secondaire d'un phénomène qu'il ne cherche pas à provoquer, mais finalement qui le traverse et dont il est victime. Il ne se présente pas comme un maître ni comme un prophète, mais plutôt comme une sorte de point de passage, un corps que quelque chose ou quelqu'un emprunte pour défier l'ordre établi. Et si cette absence d'intention, ce refus de spectacle était justement ce qui rend le cas de Daniel Home si particulier. C'est un peu comme si son corps n'avait pas volontairement cherché à défier ses lois, mais si comme l'espace d'un instant, il y avait tout simplement échappé à ce que nous savons comme étant la matrice de la réalité, ou en tout cas les règles de notre réalité commune. Et à cette époque, le nord-est des États-Unis, c'est bien plus qu'un foyer industriel ou universitaire, c'est un creuset mystique, un territoire pétri à la fois de croyances anciennes, mais aussi d'une sorte de renaissance spirituelle avec de nouveaux courants de pensée. Dans les premières colonies puritaines, la Nouvelle-Angleterre est imprégnée d'un rapport intense au sacré. Mais au XIXe siècle, ce rapport évolue. Le protestantisme traditionnel, rigide et centré sur la communauté, cède lentement du terrain à une quête plus individuelle et intérieure du divin. C'est dans ce contexte que naît le mouvement transcendantiste, emmené par des figures comme Ralph Waldo Emerson ou Henry David Thoreau. Alors eux, ils prônent une spiritualité libre, connectée à la nature, détachée des dogmes. C'est un mouvement qui a eu un impact significatif sur la culture américaine et qui a influencé des mouvements comme l'abolition de l'esclavage et le féminisme ainsi que la protection de l'environnement. Et puis en parallèle, il y a des expérimentations religieuses radicales. On parle de communautés utopistes. Ce sont notamment les Shakers ou la communauté de Oneida. Ces communautés se forment, rejetant les normes sociales pour vivre en harmonie avec ce qu'ils croient être l'ordre divin. Et certaines d'entre elles s'adonnent à des pratiques dites médiumniques
ou prophétique. Et puis surtout, toute cette région est marquée par une préoccupation profonde qui est la mort. Entre les épidémies de choléra, les guerres, la mortalité infantile, les familles vivent avec l'ombre du deuil. Et dans ce vide affectif, le spiritisme devient un espoir. On ne cherche plus seulement à prier pour les défunts, mais on cherche à les contacter et à communiquer avec eux. La presse locale joue un rôle clé. Les journaux de Boston ou de Hartford publient des récits de séances, de maisons hantées, de tables qui dansent. Les lecteurs sont captivés. Et le nom de Home, jeune homme frêle et malade, mais capable de provoquer des événements extrêmement étranges, commence sérieusement à circuler. Puis c'est aussi à cette époque que certains témoins commencent à dire qu'ils ont vu Home léviter et s'élever très légèrement au-dessus du sol. Alors c'est un phénomène qu'il partage avec d'autres figures célèbres de l'histoire, notamment Saint Joseph de Cupertino, qui au XVIIe siècle était réputé pour s'élever dans les airs pendant ses prières. C'est une comparaison étonnante, tant Home a répété plusieurs fois s'élever contre son bon vouloir finalement, malgré lui-même. Alors au sujet de Saint Joseph de Cupertino, qui est né en 1603 et décédé en 1663, il a été surnommé le Saint qui vole. Il aurait été vu à de nombreuses reprises s'élevant dans les airs pendant ses prières, parfois plusieurs fois par jour, et parfois en présence d'inquisiteurs, de cardinaux ou de fidèles. Ces phénomènes rapportés avec une certaine régularité ne furent jamais officiellement invalidés par l'Église. Donc en fait, ils l'acceptent à mi-mot. Et puis, ils furent aussi longuement étudiés, parfois avec méfiance, parfois avec émerveillement. Joseph n'en tirait aucune fierté. Et selon ses contemporains, il détestait l'attention que ses dons suscitaient, allant jusqu'à fuir lorsque l'on l'observait. Il sera canonisé en 1767 et reste aujourd'hui le patron des étudiants en période d'examen, mais aussi des aviateurs. Avec l'attention croissante qu'il suscite, Home décide de s'installer à New York, en plein au cœur de l'agitation intellectuelle et mondaine. Il emménage dans un appartement qui donne sur Bryant Park, dans la 42e rue, et il continue d'y pratiquer des séances privées. La ville bruisse de rumeurs. Certains le voient comme un prophète des temps modernes, d'autres comme un habile manipulateur. Et très vite, les critiques commencent à pleuvoir. Parmi les critiques les plus virulents, on trouve un nom célèbre, William Makepeace, qui est l'auteur de Vanity Fair. En voyage aux États-Unis, l'auteur voit de lui-même une table tourner sous ses yeux. Il est impressionné, mais refuse d'y voir autre chose qu'un tour de passe-passe. Dans la presse, il traite les talents de Home de pure fumisterie, selon ses termes, et il dit que c'est une supercherie lugubre et ridicule. Pour Home, Thackeray reste le plus sceptique des enquêteurs qu'il ait jamais rencontré. Et à partir de là, les choses se compliquent. Home doit faire face à un public plus dur, plus exigeant et surtout plus sceptique. Comme pour d'autres médiums, les contrôles deviennent de plus en plus systématiques, les doutes s'installent, mais ça ne l'empêche pas de continuer ses tournées. Il voyage entre Hartford, Springfield et Boston avant de s'établir à Newburgh, au bord du fleuve Hudson, à l'été 1853. Il s'installe alors au Theological Institute, non pas pour discuter de théologie, mais avec l'intention de suivre des études de médecine. Le docteur Hull accepte de financer ses études tout en lui proposant un revenu de $5 par jour pour continuer ses séances. Home refuse. Il veut être pris au sérieux. Il veut gagner sa vie autrement que par ses dons. Il rêve d'une profession légitime et respectée. Mais en 1854, la maladie le rattrape. Affaibli par la tuberculose, il doit abandonner ses études. Sur les conseils des médecins, il décide de partir en Europe
où l'air plus sec et les cures thermales pourraient l'aider à combattre la maladie. Sa dernière séance sur le sol américain a lieu en 1855 à Hartford. Peu après, il embarque à Boston sur le voilier Africa, direction l'Angleterre. Un nouveau chapitre va s'ouvrir car Home va désormais passer à la vitesse supérieure. À peine arrivé en Europe, Daniel Douglas Home est invité dans les plus beaux salons du continent. Mais c'est à Paris, capitale de l'élégance et de l'ésotérisme du Second Empire, qu'il franchit un cap, celui d'une reconnaissance officielle. Car entre 1857 et 1860, il est convié au Palais des Tuileries pour pratiquer des séances devant Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Dans un contexte où la haute société se passionne pour le magnétisme, le somnambulisme et les communications avec les esprits, Home fascine. Il fait apparaître des mains fantomatiques dans l'obscurité, il fait bouger des objets sans les toucher et semble capable d'interagir avec des entités invisibles. Des membres de la noblesse, des artistes, des scientifiques sont conviés à ces démonstrations. Et ces mains fantomatiques, justement, sont présentées dans l'excellent documentaire qui s'appelle The Skull Experiment, qui m'a été conseillé par Jenny dans les commentaires. Merci à toi, Jenny. Franchement, c'est absolument génial. J'ai vraiment adoré voir ça. Et ça venait parfaitement illustrer ce phénomène de mains fantomatiques qui est aussi attribué à Home. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous êtes intéressé pour avoir toutes les sources que j'utilise pour faire mes épisodes, eh bien écoutez, c'est disponible dans l'espace membre de la chaîne. Je fais un post communauté à chaque épisode et tout ça pour l'équivalent d'un café par mois. Fin de ma session pub, je reprends ma vidéo. Donc on revient maintenant à Home. Sa proximité avec le pouvoir impérial suscite évidemment de vives critiques. Les milieux rationalistes s'étranglent, la presse se moque de lui et certains religieux, bien sûr, s'inquiètent. Pourtant, Home impressionne. Selon les témoignages de l'époque, l'empereur Napoléon III lui-même aurait été extrêmement impressionné par ces démonstrations, bien qu'il ne les ait jamais consignées lui-même. Par contre, le chercheur Peter Lamont en parle dans son ouvrage The First Psychic et il confirme les séances faites auprès de Napoléon III. L'ambiance des salons feutrés du palais des Tuileries, mêlant fascination et scepticisme, ça rappelle un peu Penny Dreadful ou les séquences d'illusionnisme dans The Prestige, où la science côtoie sans cesse le mystère. Sur un registre encore complètement différent, moi, toute cette ambiance, ça me fait énormément penser au jeu de rôle Les Héritiers. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment ça, cette histoire, cette idée d'une science mêlée avec la magie. Moi, c'est une ambiance que j'adore. Et puis à ce moment-là, dans les cercles parisiens, l'intérêt pour le paranormal, le surnaturel, l'étrange est à son comble. Victor Hugo lui-même pratique des séances de spiritisme. Alors il les a pas fait quand il était en France, mais quand il s'est exilé à Jersey entre 1853 et 1855, avec sa famille, il organise des séances de table tournante et de communication spirit, ce qu'il retranscrira dans ce qui s'appelle plus tard, ses carnets spirit. Camille Flammarion, astronome et vulgarisateur scientifique, commence à s'intéresser aux phénomènes psychiques dans les années 1860. En 1861, il deviendra membre de la Société astronomique de France et il commence à fréquenter des cercles intéressés par les expériences spirites. Il publiera plus tard L'inconnu et les problèmes psychiques. Pendant ce temps, l'Institut de France se divise sur la réalité de ces phénomènes. Plusieurs membres de l'Académie des sciences, qui relèvent de cet institut, se penchent sur les phénomènes dits magnétiques ou spirites, et notamment autour de la question du magnétisme animal. Ce magnétisme animal ayant été popularisé par Mesmer et repris par la suite par les spirites. Le rapport de 1853 de la Commission de l'Académie sur les tables tournantes conclut prudemment à des effets purement mécaniques ou hystériques, mais le débat reste vivace et conflictuel au sein de la communauté savante. Et ce climat intellectuel rappelle les débats houleux autour de Sapia Palladino, qui se dérouleront quelques années plus tard. C'est une médium italienne qui, elle aussi, produira des lévitations en présence de savants français.
Cette médium italienne controversée a été étudiée par des scientifiques comme Charles Richet et Camille Flammarion. Des lévitations de table, des objets et parfois même son propre corps en lévitation, ce sont des phénomènes qui ont été décrits. Dans les années 1900, elle effectue des séances de spiritisme auprès de cercles d'intellectuels et de scientifiques renommés, notamment Jean Perrin, Paul Langevin, Henri Bergson, Sully Prudhomme et Pierre Curie. Ce dernier, justement, écrivait des comptes rendus détaillés des séances, notamment comment les tables se sont soulevées, comment les cheveux ont été tirés et comment des objets ont été déplacés. Mais il note qu'il pourrait s'agir de supercheries sans avoir pu jamais les démasquer. Et les séances de Zappia ont marqué l'histoire de la parapsychologie. Et d'ailleurs, pour continuer à documenter le phénomène, un siècle plus tard, Nina Kulagina relancera le débat en URSS. Cette femme russe, qui a été énormément étudiée par les scientifiques là-bas aussi, avait réussi à déplacer des objets et même à flotter légèrement. C'était dans les années 1960-1970. On parle alors de dons psychokinétiques. Alors, des objets et parfois son propre corps, selon certains témoins, auraient été déplacés ou soulevés sans contact physique. Filmés dans des conditions contrôlées, ces performances restent controversées. La page Wikipédia affirme qu'elle utilisait des trucs de magicien de spectacle. Ces pouvoirs nécessitant des heures de concentration, elle était pour le moins étudiée comme un animal de laboratoire, à vrai dire. Et comment comprendre qu'elle n'en ait pas eu marre au bout d'un moment? Je sous-entends qu'elle ait pu faire appel à des trucs de magicien pour en finir. Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes précédents qu'elle avait démontrés étaient faux. Mais au final, bien que les contextes soient très différents, la fascination demeure la même. Que se passe-t-il avec ces personnes qui semblent défier les lois de la science traditionnelle? Là encore, et je le souligne volontairement pour Nina Kulagina, il semble que c'est un phénomène en fait assez lent lorsqu'il est provoqué. Tout ça m'évoquant l'idée que l'auteur glisse tout doucement en dehors de la matrice. Parce que oui, ça, c'est le fil rouge que je mène depuis le début de cet épisode. On avait abordé l'idée que si notre monde est une sorte de matrice, il puisse avoir des bugs, qu'il glitch. Mais là, finalement, c'est une façon de voir complètement différente, puisqu'en fait, on pourrait envisager que ces personnes glissent tout doucement s'échappent des règles en fait de ce monde édicté qui pourrait ressembler à une matrice informatique. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant à la lecture de ces événements de lévitation. Et là, on n'est plus du tout sur la notion de bug, de matrice cassée, de lois de la nature qui d'un seul coup sont déréglées, mais on est bien sur l'idée de quelqu'un qui arrive à s'en échapper. Mais continuons avec Home, parce que le meilleur reste à venir. 13 décembre 1868. Ce soir-là, une lune éclaire doucement les façades de Buckingham Gate. Au 3e étage du numéro 5, dans un salon victorien baigné d'argent, on peut distinguer chaque visage, chaque objet entre les convives et la fenêtre. L'un des témoins, plus méfiant que les autres, tient les mains de Home. Il ne les lâchera pas, c'est important, car ce qui suit dépasse l'entendement. D'abord, une table s'élève doucement, sans heurts, sans bruit. Tous doivent se lever pour la suivre du regard. Elle continue à monter jusqu'au plafond, hors d'atteinte, puis elle redescend aussi silencieusement qu'un flocon de neige. Mais ce n'est qu'un prélude. Peu après, Home s'approche de la fenêtre ouverte. Il se tient debout, ses traits pâles, à peine discernables dans la pénombre. Les témoins, Lord Adaré, Lord Lindsay et le capitaine Wine le voient clairement. Le ciel est dégagé, la visibilité est excellente et soudain, il quitte le sol. Lentement, son corps quittant le plancher sans effort apparent, il flotte horizontalement, glissant
silencieusement à travers l'ouverture de la fenêtre, suspendu dans le vide à une hauteur vertigineuse. Les témoins retiennent leur souffle, incapables de détourner leur regard. Son corps passe par la fenêtre, plane à plusieurs mètres au-dessus de la rue, donc on rapporte entre 8 et 10 mètres de hauteur, avant de réapparaître par une autre fenêtre un peu plus loin. Et tout cela sans corde, sans plancher visible, rien. Les descriptions de cet événement varient. Certains parlent d'un mouvement fluide, d'autres d'une traversée horizontale. Les sceptiques évoquent des explications rationnelles, comme l'utilisation de corniches ou de balcons. Pourtant, aucun dispositif n'a jamais été découvert et les témoignages demeurent troublants. L'événement reste l'un des plus intrigants de son parcours car aucun trucage n'a pu être prouvé. Cette lévitation reste encore aujourd'hui un cas unique dans l'histoire documentée du paranormal. Et cela trouve un écho dans les récits modernes de transe spirit au Brésil ou encore dans les extases involontaires de Sainte Thérèse d'Avila qui disait être arrachée au sol malgré elle, prise dans un élan mystique qu'elle ne contrôlait pas. Car Sainte Thérèse d'Avila était une carmélite mystique dont les consoeurs disaient que lors de ses prières, il lui arrivait régulièrement de s'élever du sol. Et cela, elle aussi disait que c'était malgré elle. Là, on en revient au cas de bilocation, que nous avons déjà étudié dans notre épisode précédent sur les glitches. Puisque les bilocations, c'est le phénomène vu par le prisme religieux des dédoublements de personnes, donc une apparition en deux endroits à la fois, ce que l'on appelle dans les cas les plus effrayants, on va dire, les doppelgangers. Ce sont des cas où l'étrange s'insinue comme dans un scénario que l'on appelle du fantastique feutré. Alors le fantastique feutré, c'est un sous-genre du fantastique où l'étrange s'infiltre lentement dans le quotidien, sans rupture brutale, sans révélation spectaculaire. Il s'agit d'un style qui maintient l'ambiguïté, où on ne sait jamais vraiment si ce que l'on voit est réel, psychologique, symbolique ou surnaturel. Et c'est vraiment la lecture que l'on peut faire de la vie de Daniel Home. Si certains le voient comme un spectaculaire artiste de magie scénique, capable littéralement d'hypnotiser son audience, ce qui, avouons-le, reste assez difficile à envisager à la lecture du reste de sa vie, d'autres, et ceux-là ont témoigné, certifient de la réalité de ces phénomènes. Et comme il est difficile, avec presque 150 ans de retard, de chercher des éléments rationnels qui pourraient nous permettre de prouver que Home était réellement capable de produire ces phénomènes de lévitation, il nous reste l'analyse et la mise en contexte pour essayer de comprendre, d'autant que, comme vous l'avez vu dans cet épisode, le cas de Home n'est pas isolé. Et peut-être faut-il cesser justement de chercher une explication purement mécanique, car ces phénomènes, lévitation, bilocation, objets qui se déplacent sans contact, ont un point commun, ils ne s'imposent jamais avec fracas. Ils apparaissent dans le silence, dans l'étonnement et dans le doute. Ils ne bouleversent pas les lois du monde, ils semblent juste ne plus y répondre. Et si c'était cela, le véritable prodige de Daniel Douglas Home? Non pas de faire apparaître des miracles, mais de réussir à s'échapper de notre réalité, de s'extraire un instant de l'ensemble des règles, comme si le programme qui gère notre monde, pendant quelques instants, n'arrivait plus à avoir d'emprise sur lui. C'est pas un bug, c'est pas une rupture, c'est un glissement, comme si certains d'entre nous pouvaient tout doucement glisser, s'échapper des lois de la matrice. Et cette dernière scène de lévitation, dramatique et théâtrale, clôt le voyage de Home dans une Europe fascinée par l'invisible. Un homme entre deux mondes dont la légende plane encore en défiant les lois de la gravité. Il décédera de la tuberculose à 53 ans, ayant arrêté toute séance depuis une quinzaine d'années, car affirmant que ses pouvoirs venaient à lui manquer. Et vous, voyageurs, si vous pouviez vous extraire du programme, ne serait-ce que quelques instants,
que feriez-vous? D'ailleurs, je me demande si le bouton like, il a pas fait pareil, s'il s'est pas glissé dans une autre réalité. Je ne sais pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous n'avez pas ni une, ni deux, ni trois façons de le faire, mais 10 façons de le faire. Je vous mets tout en description. Je vais aussi vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao. Celui-là, il est trop grand, mais c'est pas grave. Ça me fera des trucs à raconter pour le bêtisier. Hop, hop, hop. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Oui, je ne sais pas l'arrêter, mais ça y est. Ok.